à toutes et à tous, bienvenue dans ce 8e podcast du Cardano FR. Je m'appelle Robin. Et moi c'est Quentin. Alors aujourd'hui on va parler de plein de trucs très intéressants. Il y a eu l'IOHK Summit donc le 16 et le 17 avril. Et là donc on se parle après, after IOHK Summit j'ai envie de dire. Bon déjà il y a eu la keynote de Charles. On va en parler, en dire un mot. On va parler des security tokens. On va parler des nouveautés concernant le wallet d'Aidelus. On va parler du RockPi pour staker et pour staker ses Cardano et faire des stake pools. C'est un petit hardware, un peu comme un Raspberry Pi. On va vous en parler un petit peu. Il y a Atala, donc Atala qui est un outil de création de blockchain pour les entreprises. On va en dire quelques mots également, très intéressant. Marlowe qui s'associe avec un partenariat qui s'appelle Actus, qui est une organisation qui veut standardiser les contrats financiers. Vous allez voir, c'est passionnant aussi. CESA de Emurgo, c'est le nouveau service que a créé Emurgo. Avec en prime, on va avoir une petite interview de Florian Bonnert que tu as eu l'occasion d'interviewer à l'IOHK Summit, Quentin. Pareil, très intéressant. Et puis, on dira un mot concernant la fondation Cardano, savoir un peu où ils en sont. Bon, très bien. Donc, ça fait un beau programme pour ce podcast, pour ce 8e podcast du Cardano. Alors, premièrement, la keynote de Charles. Alors, il n'y a pas eu d'annonce spéciale concernant Shelly encore. Donc, en attente, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Je pense qu'on devrait bientôt avoir des nouveautés tout de même. Alors, tu disais, Quentin, quand on a préparé ce podcast, qu'il a eu globalement un discours qui était particulièrement, en tout cas je trouve, pertinent. Il explique que chaque version de Cardano, donc Byron, Shelly, Kogen, Bashot, Voltaire, fait partie d'une stratégie bien particulière de développement du projet. Alors, il commence par Byron, hein, c'est la première version, en disant que c'était pour lancer Cardano et voir la réception de la communauté. Exact. Voir comment allait réagir la communauté par rapport à ce projet. Est-ce qu'il y aurait un engouement? Il dit que Shelly, c'est pour voir si la communauté allait s'impliquer, voir comment la communauté allait s'imprégner du projet, et que Kogen serait la version qui permet à la communauté, encore une fois, de commencer à développer des applications décentralisées, de donner la possibilité à la communauté de créer ça. Bashot, que ce serait une version qui permettra de créer une expérience utilisateur encore bien meilleure, d'aller encore plus loin et de créer un service, un Cardano beaucoup plus performant qu'il ne l'est encore aujourd'hui. Et enfin, en terminant par Voltaire, finalement, l'objectif de Voltaire, ce sera de décider de ce qu'on fait de l'argent, c'est-à-dire qu'il y aura un système de trésorerie, un système de vote, et donc toute la communauté, encore, je reviens à ce mot communauté qui est très important dans son discours, pourra donc choisir, décider de l'orientation du projet. Donc ça, c'est absolument dingue. Enfin, je trouve que c'est simplement une stratégie très vertueuse, puisqu'à mon sens, pour créer n'importe quel projet, n'importe quel service aujourd'hui sur Internet, eh ben, c'est la communauté, avant tout, qui permet d'aller au bout des choses, qui permet de démocratiser le projet, qui permet de faire connaître le projet, que ce soit, d'ailleurs, hein, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit un service comme un Instagram ou autre, c'est la communauté qui fait le produit, qui fait le service. Donc, à mon sens, très bonne stratégie de la part de Charles Hoskinson. Exactement. Et puis, plus que ça même, c'est de faire en sorte que le projet puisse continuer au-delà de IOHK, au-delà de Charles, au-delà de tout. Donc, que ça devienne l'Internet de demain.
Et en plus de ça, c'est que il y a le côté aussi adoption. Fait que faire en sorte de créer de l'adoption auprès des entreprises, auprès des gouvernements. Et c'est pour ça qu'il a mentionné les différents partenariats qu'ils ont donc en Éthiopie, dans d'autres pays d'Afrique, mais également aux États-Unis, en Asie. Donc, on se rend compte que l'adoption est vraiment importante avec toutes ces phases d'adoption-là et toutes ces étapes du projet Cardano. Alors, bon, il y a eu plein. Maintenant, on va parler un peu plus précisément des sujets qui ont été évoqués lors de l'IOHK Summit. On va parler tout d'abord des security tokens. Qu'est-ce que c'est les security tokens, Quentin? À quoi ça sert? Franchement, écoutez bien, c'est absolument passionnant. Ça va servir à beaucoup de gens. Ils sont en train, à mon sens, de révolutionner tout un secteur à travers les security tokens. Exactement. Alors, une security token, pour faire simple, l'idée, c'est d'avoir des actions qui soient représentées par des tokens, par des crypto-monnaies. Alors, on a eu une présentation sur comment fonctionne Wall Street. Et Wall Street, c'est assez compliqué et c'est pas très net. Donc, c'est pas très transparent la manière dont j'achète une action de Google, la manière dont j'achète une action de Ubisoft, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et en utilisant la blockchain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas accessible, quoi. Non, exactement. Fait que à travers la blockchain, ça va rendre les choses beaucoup plus transparentes et beaucoup plus faciles aux gens de partout dans le monde d'investir dans n'importe quelle startup et dans n'importe quelle entreprise. Et que l'exemple que tu donnais, c'était si j'achète une action de Google, cette action de Google, je peux la subdiviser en plusieurs, en crypto-monnaies, en un nombre de crypto-monnaies et commencer à vendre ces crypto-monnaies-là et à échanger ces crypto-monnaies-là sur le marché mondial à ce moment-là. C'est ce qui va amener beaucoup plus d'argent au niveau des actions, au niveau du monde de Wall Street. Et ce qui nous a annoncé, ce qui était mentionné, c'est que il se peut que IOHK, si on veut investir dans IOHK, qu'on puisse le faire à travers des security tokens. Alors, il faut pas... Alors, c'est ce qu'ils ont annoncé, c'est ça? C'est ce qu'ils ont annoncé. Ils veulent créer un security token pour IOHK pour pouvoir demain investir, acheter des actions de l'entreprise IOHK. Exactement. Alors, ils ne l'ont pas annoncé au Summit, mais donc, ils sont en relation avec des personnes du secteur financier, dont Kathleen Long, puis Monsieur Bruce, qui faisait la présentation sur les security tokens. Et donc, ils se font conseiller de comment pouvoir lancer des security tokens, notamment pour IOHK. Alors, ça va nous permettre de pouvoir investir directement dans la compagnie qui s'occupe du projet Cardano. Et je pense que pour les membres de la communauté, c'est très intéressant. Et moi-même, j'ai bien hâte de pouvoir investir dans la compagnie. Alors, investir dans IOHK, certes, c'est excellent, c'est super. Mais comme tu l'as dit, demain, on pourra potentiellement donc acheter une action Google ou une action Apple en Cardano, alors? Probablement pas en ADA. Probablement pas en ADA. Donc, ce sera une autre crypto-monnaie qui sera lancée sur la plateforme Cardano. Donc, un petit peu dans le même ordre d'idée que si je veux lancer une autre crypto-monnaie sur Ethereum, je vais pouvoir lancer cette crypto-monnaie-là ou cette security token sur Cardano, la plateforme Cardano, et pouvoir l'échanger effectivement avec du ADA. Alors, j'imagine qu'il va falloir une crypto-monnaie dite stablecoin pour pouvoir investir dans des actions comme ça. Oui, ça a été mentionné. Puis Charles mentionne que Charles disait que c'est très important pour lui d'avoir une crypto-monnaie stable parce que pas seulement pour investir dans des security tokens ou dans des actions, mais pour également faire des prêts. Alors, si je veux créer des prêts immobiliers ou des prêts hypothécaires
guerre ou d'autres prêts dans les pays en voie de développement, ben, ADA est trop volatile pour avoir ce genre de service-là. Donc, ça prendrait vraiment une crypto-monnaie stable pour pouvoir offrir ce genre de service-là dans les pays en voie de développement. Alors, ils ont présenté les nouveautés du wallet Daedalus. Notamment, ils ont présenté plusieurs interfaces de comment va fonctionner Daedalus avec le staking pool. J'ai vu les interfaces, c'est absolument magnifique. Ça a l'air d'être très très simple d'utilisation. Qu'est-ce que tu as vu d'autre, Quentin? Ben, j'ai vu, puis j'ai discuté donc avec un développeur de l'équipe de Daedalus. Et donc, ce sur quoi il travaille, ce sont les interfaces pour faciliter le staking. Donc, si on veut staker nos ADA, ça va être très simple, très user-friendly. La délégation également, le fait de rechercher un staking pool et de pouvoir le choisir, le sélectionner selon certaines préférences, selon certains critères, tout ça, toutes les interfaces. Dans le fond, ils veulent créer une expérience utilisateur identique à celle de Apple. Fait que c'est ça. Donc, on peut s'attendre à quelque chose de très intuitif, de très facile. Et tout ça est en développement actuellement en attendant que Shelly sorte. Ça, c'est excellent, quoi. Cette vision-là de porter leur interface, de focus leur interface sur l'expérience utilisateur et sur la facilité d'utilisation, c'est ce qui permet, c'est des choses comme ça qui permet la démocratisation d'une crypto-monnaie, à mon sens. Des crypto-monnaies. Oui, c'est ça. Donc, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Très cool. Tu as découvert durant l'IOHK Summit le Rockpi. Le Rockpi, donc c'est un petit ordinateur qui est tout petit, qui se branche directement sur votre box, qui a été créé par un membre de la communauté, hein, c'est ça, oui. Quentin, Oui, et qui permet de staker soi-même donc ses ADA dans un stake pool, ou voire carrément de créer un stake pool chez soi. C'est ça? Exactement. Alors, pour moi, c'est vraiment le futur du mining. Et que ce sont des petits dispositifs qui coûtent 10 fois moins cher qu'un S9 ou un Antminer pour miner du Bitcoin. Ça coûte 10 fois moins cher, ça produit 10 fois moins d'énergie, ça peut se transporter n'importe où. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Puis, il devrait y avoir probablement 2 versions de ces petits appareils-là qui vont être commercialisés. Alors, une première version pour pouvoir tout simplement staker vos ADA. Et une deuxième version un peu plus performante pour pouvoir faire rouler donc un pool, un stake pool. Donc, et ça, là, pour les entrepreneurs qui vont vouloir se lancer en entreprise et lancer des farms de minage de Cardano, là, ça va être vraiment une belle opportunité. J'ai vraiment été très impressionné par le travail de Marcus, dans le fond, le contributeur de la communauté par rapport à ces Rockpi. Ok. Donc, pareil. En termes d'expérience utilisateur, c'est quoi? C'est un plug and play et hop, ça fonctionne? Exactement, oui, c'est ça l'idée. Donc, on plug, on télécharge l'application et là, tu envoies tes... Je ne sais pas si tu vas devoir créer un nouveau wallet et transférer tes ADA ou alors réutiliser un wallet existant, mais ce sera une expérience utilisateur, plug and play, télécharge, ça fonctionne. Alors, ils ont parlé également de Atala. Alors, Atala, qui est donc un outil de création de blockchain pour les entreprises, ce qu'on appelle en développant en informatique un framework. Il permet à cette blockchain focus pour les entreprises permettra dans un premier temps la gestion de la traçabilité d'identité, donc par exemple l'identité de quelqu'un, ou la traçabilité pour des produits de l'agriculture, ou pour la contrefaçon, ou pour les chaînes logistiques. Ça, c'est très chouette. Pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de blockchain privée comme ça pour les entreprises? Eh bien, parce que c'est ça, c'est que chaque client a son besoin
et c'est pas tous les clients ou toutes les entreprises qui vont vouloir directement utiliser une blockchain publique. Donc, en leur permettant d'avoir une blockchain privée, ça permet de les attirer dans l'écosystème de la blockchain, des crypto-monnaies, etc. Donc, la blockchain privée peut être le lien ou le pont entre les infrastructures centralisées et les blockchains publiques. Donc, ils commencent par adopter une blockchain publique, une blockchain privée, développent des services et par la suite, ils peuvent faire le tremplin vers la blockchain publique de Cardano. D'accord. Ok. Et alors, comment ça fonctionne la sécurité pour une blockchain privée? C'est qui va décentraliser la blockchain? Eh bien, c'est un compromis qu'il faut faire dans le fond. C'est que dans une blockchain privée, c'est que les acteurs qui vont valider les transactions sont des acteurs qui se connaissent. Alors, au niveau de la blockchain publique, ben, c'est monsieur et madame tout le monde qui peut se connecter au réseau, télécharger la blockchain et commencer à valider des transactions. Au niveau de la blockchain privée, ben, ça peut être une institution gouvernementale en partenariat avec une université, avec une entreprise, et ça va être ces trois entités-là qui vont centraliser, oui, et valider les transactions. Donc, c'est comme ça qu'une blockchain privée fonctionne, mais encore une fois, Cardano prévoit d'avoir donc le sidechain, donc la possibilité d'interagir d'une blockchain à une autre. Donc ça va permettre justement de créer une identité numérique et de pouvoir utiliser un wallet sur Daedalus pour pouvoir acheter, faire des transactions sur la blockchain publique. Très bien. Alors parlons à présent de Marlowe. Je rappelle Marlowe qui permet donc de créer des contrats intelligents en Haskell à l'aide d'une interface graphique à destination notamment du monde financier et donc des non-développeurs, d'où l'interface graphique. Ils sont en train de faire un partenariat avec une organisation qui s'appelle Actus et qui veut standardiser les contrats financiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Quentin? Ben, ce qu'on se rend compte, c'est que les contrats que vous faites à la banque, dans les différentes banques ou dans vos compagnies d'assurance, ben, c'est toujours la même chose d'une certaine manière. Donc, ce sont des contrats et ils ont étudié plusieurs contrats financiers et ils ont décidé, Actus est l'organisation qui veut standardiser ces contrats-là. En standardisant ces contrats-là, c'est que toutes les banques et toutes les compagnies d'assurance, toutes les institutions financières vont fonctionner avec des standards, donc les mêmes normes au niveau de contrats financiers. À ce moment-là, Marlowe est le langage ou l'application qui va permettre à des non-programmeurs de créer des contrats financiers aussi faciles que du drag and drop. Donc, ça permet à ces analystes-là de faire du code informatique avec une certaine abstraction et ça leur permet de valider eux-mêmes que le contrat est vraiment ce à quoi ils ont été imaginés. Je vais recommencer. Le contrat... Oui, ce qu'ils ont voulu faire. Ouais. Ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu créer. Comme ça, ils ne sont plus dépendants d'un développeur qui ne fait pas exactement ce que la personne voudrait faire. Exactement. Donc, Marlowe est vraiment donc cette facilité de créer des contrats financiers, que ce soit pour les banques, les assurances, et d'utiliser des standards. Ben, c'est ce qui va faire en sorte que le contrat qui va être créé est un contrat sans erreur finalement. Un contrat qui fait bien ce qu'il doit faire au niveau financier, au niveau d'une assurance. Et une fois qu'on automatise ça, ben, c'est sûr que Marlowe peut être utilisé dans pas mal de compagnies d'assurance, pas mal de milieux, sans avoir besoin d'avoir une grosse équipe informatique autour de ça. Ah ouais, ça c'est génial. Donc ouais, quand on dit contrat financier, on parle évidemment contrat d'assurance, prêt immobilier, prêt pour votre voiture, etc. Donc le champ est très large. Oui. Très très large. Ok, super. Intéressant. Et ça peut aller jusqu'au prêt, justement, dans les pays en voie de développement. Fait que si je veux faire un prêt en Afrique, en Asie, tout ça, si j'ai l'identité de la personne qui est dans la blockchain, ben, ça facilite la confiance à faire un prêt à l'étranger.
Tu as eu l'occasion, Quentin, d'interviewer Florian Bonnert, le directeur marketing d'Emergo, qu'on a eu l'occasion d'interviewer dans le podcast numéro 6. Il nous parle de deux nouveautés, enfin une nouveauté majeure et, qui s'appelle Seiza. Seiza, c'est un explorateur de blockchain unique et innovant pour Cardano. Il parle également qu'ils vont faire des mises à jour très régulières pour Yoroi dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite à écouter tout de suite cette interview. Fait que, bonjour à tous. Fait qu'on est toujours donc au IOHK Summit. J'ai la chance d'avoir Florian avec moi. Bonjour Florian. Bonjour Quentin, ça va? Oui, super, super. Alors, comment tu trouves ton expérience à Miami? C'est très fun. Personnellement, ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu à Miami non plus, donc c'est sympa de revenir. Ouais, et le sommet en lui-même, c'est vraiment cool parce qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui sont vraiment des fans et des passionnés de blockchain en général et particulièrement de Cardano. Donc je vois plein de conversations entre plein de personnes, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Et tellement les fans ont tout fait pour venir. J'ai même croisé une jeune dame qui venait d'avoir son bébé. Elle avait son bébé, ça faisait juste un mois, puis elle l'a emmené, puis elle m'a dit c'est le seul moyen que j'avais de venir à la conférence. Un crypto-bébé? Oui, un crypto-bébé. J'ai pas demandé son nom, peut-être que c'était Ada son nom, là, mais on ne sait jamais. Sinon, qu'est-ce que tu peux nous annoncer de bon pour les prochaines annonces sur Emergo? On est ravis, je l'avais teasé la dernière fois lors du podcast, et je peux enfin en parler. On est ravis d'annoncer notre deuxième produit. Donc Yoroi était le premier, développé par Emergo, le wallet pour Cardano. Le deuxième produit qu'on a développé et qu'on est en train de lancer lors du sommet, c'est Seiza. Seiza, c'est un explorateur de blockchain. Il est différent de tout ce qui a déjà été créé en termes d'explorateur de blockchain, dans le sens où il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Le mot Seiza en japonais, ça veut dire constellation. Donc on l'a appelé Seiza, on lui a donné un nom japonais pour rester fidèle à nos racines et pour symboliser le fait que les constellations, il y a 300, 400, 500 ans, guidaient les différents explorateurs à aller vers leur destination et regarder les cieux pour se diriger. Et dans le même sens, Seiza, l'explorateur de blockchain qu'on est en train de créer, c'est quelque chose qui va vraiment aider différents utilisateurs à aller chercher des données dans la blockchain, mais plus que ce que les autres explorateurs fournissent de manière générale, le nombre de blocs, le nombre de transactions, des informations par rapport au stake pool et différentes fonctionnalités qu'on va sortir au fur et à mesure du temps, tout comme les différentes fonctionnalités dans Yoroi. Il doit y avoir un update pour Yoroi toutes les quelques semaines. Pareil, Seiza va se remplir de plein de différentes fonctionnalités. Ok, fait qu'il va y avoir, ça va être dans la roadmap de Emergo à ce moment-là? C'est ça, c'est ça. Et du coup, une autre façon de le présenter, c'est un petit peu comme à chaque fois qu'on ouvre notre PC, notre portable, notre téléphone pour aller chercher de l'information, on ne se sert pas de l'OS du PC ou de l'OS du téléphone, on va sur Google. Et du coup, Google devient ce portail au travers duquel on va chercher de l'information. C'est un peu une analogie par rapport à Seiza aussi. Donc, dans le futur, on a vraiment envie que ce soit un portail qui permette d'aller chercher des informations par rapport à la Cardano blockchain, mais qui permette aussi d'accéder à beaucoup plus. Super, merci beaucoup pour cette information-là. Merci à toi. Toujours ravi de te revoir, puis on espère te revoir sur notre podcast bientôt. Anytime, quand tu veux. Merci beaucoup. Voilà, donc interview très intéressante, Quentin, merci à toi. Donc voilà, on va avoir prochainement cet explorateur de blockchain. Normalement, ça arrive cet été. Très bien, c'est noté. Concernant la fondation Cardano, pourquoi est-ce que c'est vrai que là, ces derniers mois, on n'en entend plus trop parler? Quelles en sont les raisons? Au niveau de la fondation Cardano, ils ont eu beaucoup de problèmes dans le passé avec l'ancien dirigeant. Donc, le nouveau dirigeant a voulu faire beaucoup de ménage à ce niveau-là. Donc, ils ont dû revoir les rapports d'impôts des années précédentes et faire du ménage également au niveau du conseil d'administration. Alors, ils ont retiré certaines personnes, ajouté des personnes au niveau d'Emergo et de IOHK également au niveau du conseil d'administration. Et donc, ils veulent vraiment soutenir la communauté. Et pour soutenir la communauté, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, ils recrutent énormément de community managers pour pouvoir donc aider à l'organisation de meet-up, à l'organisation de podcasts, la gestion des différents réseaux sociaux du projet Cardano.
Donc, ils sont en recrutement massif à ce niveau-là. Ils ont également le nouveau le programme d'ambassadeurs qui va permettre donc aux gens de la communauté de pouvoir remplir un formulaire et devenir ambassadeur, avoir différents rôles. Donc, ça peut être un rôle de créateur de contenu, un rôle de manager ou d'administrateur au niveau des plateformes, réseaux sociaux. Donc, c'est à cela qu'ils travaillent énormément pour pouvoir, encore une fois, augmenter ou revaloriser l'image du projet Cardano et de la fondation. Donc, ils font un gros travail. Ils font un gros travail par rapport à ça et on va voir les fruits de leur travail dans les prochaines semaines. Bon, ben nous, on va voir pour s'y inscrire justement à ce programme d'ambassadeur. Très bien, merci Quentin pour ce podcast, pour ce 8e podcast. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un 9e podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram Cardano France, le lien est dans la description. Et puis d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. Salut Quentin. Salut Robin.